Il est mort convaincu d'avoir raison. Pas convaincu dans le sens où l'on se raccroche à une croyance pour se consoler, non. Convaincu jusqu'à la moelle, jusqu'au dernier souffle, avec une certitude qui ressemblait moins à de la foi qu'à de la pierre. Il croyait que Dieu l'avait mis sur ce trône. Il croyait qu'aucun tribunal humain ne pouvait le juger. Il croyait que céder, ne serait-ce qu'une seule fois, serait une trahison non pas envers lui-même, mais envers l'ordre divin de l'univers. Et c'est précisément cette conviction qui l'a tué. On nous dit que Charles Ier d'Angleterre a perdu la guerre civile parce qu'il était un mauvais stratège, qu'il était entêté, manipulateur, incapable de comprendre son époque. Et tout cela est vrai, mais ces explications ratent l'essentiel, parce qu'elles ne répondent pas à la vraie question, celle qui rend cette histoire proprement fascinante. Comment un homme aussi cultivé, aussi sincèrement pieux, aussi profondément amoureux de sa femme et de ses enfants, a-t-il pu se conduire avec une telle rigidité que ses propres sujets ont fini par lui couper la tête? La réponse n'est pas simple. Elle traverse la peur d'un enfant solitaire, la tutelle d'un homme qui l'idolâtrait, un amour qui a mis des années à naître, une foi absolue en sa propre légitimité divine, et une incapacité tragique à distinguer le compromis de la capitulation. Ce soir, nous allons démêler tout cela. Nous allons entrer dans la peau d'un roi qui n'aurait jamais dû être roi. Comprendre comment il a tenu son royaume dans ses mains, puis regarder, impuissant, les pièces tomber une à une. Et nous allons assister, en direct, à la seule exécution publique d'un monarque anglais dans toute l'histoire de ce pays. Mais avant de plonger, si ces récits vous captivent, les guerres, les trahisons, les destins fracassés, par l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur j'aime. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de ne manquer aucune des histoires que nous explorons. Et pendant que vous y êtes, de quelle ville venez-vous en ce moment? Écrivez-le en commentaire. Ces histoires traversent les frontières, et les vôtres nous intéressent autant que celles des rois. Commençons au début. Et le début de cette histoire n'est pas glorieux. Charles Stuart naît en novembre 1600 au château de Dunfermline, en Écosse. Il est le deuxième fils du roi Jacques VI d'Écosse, celui qui deviendra bientôt Jacques Ier d'Angleterre après la mort d'Élisabeth Ière. À sa naissance, Charles est si fragile, si chétif, si peu disposé à la vie, que ses parents partent pour l'Angleterre 3 ans plus tard sans lui. Pensez-y, sa propre famille l'abandonne dans son château d'enfance parce qu'il est trop malade pour survivre au voyage. Ce n'est qu'à l'âge de 3 ans et demi qu'il parvient enfin à traverser les pièces de Dunfermline en marchant seul. Et à 4 ans, on le fait voyager vers le sud pour rejoindre sa famille, les pieds sanglés dans des bottes de cuir espagnol renforcées de laiton pour soutenir ses chevilles fragiles. Ce détail dit tout. Ce petit garçon aux pieds entravés dans des bottes trop rigides pour un corps trop fragile, c'est l'image même de ce que Charles Ier sera toute sa vie. Un homme contraint à marcher dans des chaussures qui ne lui appartiennent pas vraiment. Contraint dans un rôle qu'on lui a imposé par une série de catastrophes. À cette époque, il n'est tout simplement pas censé régner. Il a un frère aîné, Henri. Et ce frère est tout ce que Charles n'est pas. Grand, charismatique, aimé de la cour, adoré du peuple. Là où Charles est réservé, presque paralysé par la timidité, Henri rayonne. Là où Charles bégaie, un bégaiement qu'il combattra toute sa vie avec un acharnement remarquable, Henri parle avec l'aisance d'un futur roi. Les contemporains voient en lui la promesse d'une monarchie glorieuse. Charles, lui, grandit dans l'ombre. Et puis en 1612, Henri contracte une fièvre. En quelques semaines, ce jeune prince magnifique que l'Angleterre attendait est emporté par la fièvre typhoïde. Il n'a pas encore 20 ans. Charles a 11 ans. Et du jour au lendemain, le petit garçon aux chevilles fragiles devient héritier du trône d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Il n'était pas préparé à ça. Rien dans son éducation ne l'avait formé à gouverner. Et ce vide dans sa formation, cet accident du destin qui l'a propulsé là où il n'aurait jamais dû se trouver, va peser sur toutes ses décisions futures comme une dette impossible à rembourser. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus intime, de plus décisif encore. Charles grandit dans une cour où son père, Jacques Ier, a une façon très particulière de gouverner son entourage. Jacques est un homme instruit, brillant même, mais il a un faible connu de tous. Il tombe amoureux de jeunes hommes. Pas discrètement, pas dans l'ombre. Il les comble de titres, de terres, de pouvoirs. Il les expose à la cour comme des trophées. Et le dernier en date, le plus puissant, le plus scandalisant, s'appelle Georges Villiers. Villiers est beau comme une peinture flamande. Il sait danser, séduire, manœuvrer. En quelques années à peine, il passe de simple écuyer à duc de Buckingham.
le premier duc d'Angleterre à ne pas être de sang royal depuis des décennies. Jacques l'appelle publiquement son quote 0. Il écrit dans ses lettres quote 1. Et en guise de justification théologique devant son conseil privé, il proclame quote 2. Pour Charles, jeune homme solitaire, maladroit en société, assoiffé d'une affection qu'il ne sait pas comment chercher, Buckingham représente quelque chose de différent. Pas d'attirance physique, les historiens s'accordent à dire que leur relation était platonique, mais quelque chose de presque aussi intense. Un guide, un grand frère, un mentor qui lui enseigne la danse, qui lui parle de l'Europe, qui lui donne l'impression d'exister autrement que comme le prince de rechange. C'est Buckingham qui va pousser Charles vers sa première grande aventure. Et cette aventure va tourner au fiasco. Nous sommes en 1623. Charles a 22 ans. Il est prince de Galles, pas encore roi, mais son père est vieux et malade. On cherche pour Charles une épouse digne de son rang. Et l'option la plus séduisante sur l'échiquier européen est l'infante Maria Anna d'Espagne, sœur du puissant Philippe IV. Les négociations traînent depuis des années. Alors Buckingham a une idée dont on dira plus tard qu'elle était soit géniale, soit complètement folle. Et à voir le résultat, l'histoire a tranché assez clairement pour la deuxième option. Son plan, envoyer le prince Charles en personne, incognito, traverser toute la France à cheval, se présenter à la cour de Madrid et séduire l'infante de vive voix. Une aventure romantique digne d'un roman de chevalerie. Sauf que nous ne sommes pas dans un roman. Les deux hommes, le futur roi d'Angleterre et l'homme le plus puissant du royaume, partent à travers la France déguisés. Fausse barbe, faux nom. Ils se font appeler Quad 3 et Quad 4. Imaginez la scène. Deux aristocrates anglais traversant la France sous des identités de domestiques. C'est à la fois absurde et terriblement révélateur du caractère impulsif de Buckingham et de l'incapacité de Charles à dire non à cet homme qu'il idolâtre. Ils arrivent en Espagne, et là, le plan se fracasse contre la réalité diplomatique. Les Espagnols ne sont pas dupes. Ils connaissent très bien la valeur d'une infante. Pour la donner en mariage au prince protestant d'Angleterre, ils exigent que Charles se convertisse au catholicisme, qu'il reste vivre en Espagne pendant 1 an, que les catholiques anglais reçoivent la pleine liberté de culte. En résumé, les conditions sont si humiliantes qu'elles sont conçues pour être refusées. Charles refuse, évidemment. Il rentre à Londres sans fiancée et avec quelque chose de nouveau dans le ventre. Une rancœur froide envers l'Espagne qui va bientôt se transformer en guerre. Mais cette mission ratée a un effet secondaire inattendu. Pendant des mois passés ensemble dans des conditions difficiles, loin de la cour, loin des intrigues, Buckingham et Charles ont forgé quelque chose d'indestructible. Une amitié qui ressemble presque à une fraternité. Charles, qui n'a jamais su se confier à personne, s'est ouvert à cet homme. Et Buckingham, comprenant que son avenir est désormais lié au prince plutôt qu'au roi vieillissant, lui a consacré son allégeance. Quand Jacques Ier meurt en mars 1625, Charles monte sur le trône à 24 ans. Et Buckingham reste, le seul favori de l'histoire anglaise à avoir traversé le règne d'un père pour régner avec son fils. Mais le compteur est en marche, et les heures de Buckingham sont désormais comptées. Charles Ier est roi depuis quelques semaines à peine quand il épouse Henrietta Maria de France. Elle a 15 ans, il en a 24, et leurs premières années ensemble sont, pour le dire poliment, un désastre. Ce n'est pas qu'elle soit désagréable. Henrietta Maria est vive, intelligente, passionnée. Mais elle est farouchement catholique, dans un pays qui a peur du catholicisme comme d'une maladie contagieuse. Elle ne parle pas anglais, ou si peu. Elle refuse de participer au couronnement de son mari parce que c'est une cérémonie protestante. Elle regarde de loin, assise dans les tribunes, pendant que son mari reçoit la couronne. Les Londoniens, qui l'observent, ne savent pas très bien quoi penser. Et puis, il y a Buckingham. Le problème, c'est que Buckingham est toujours là. Il est toujours le conseiller le plus proche de Charles, toujours celui qui occupe l'espace mental et émotionnel que la nouvelle reine devrait occuper. Au début, le duc traite Henrietta Maria avec une arrogance qui frise l'insolence. Il contrôle ses dépenses, chasse ses domestiques français, décide qui peut entrer dans ses appartements. La jeune reine est furieuse. Les disputes sont fréquentes. Le mariage commence dans la froideur. Mais 2 choses vont tout changer. La première, c'est que Buckingham est aussi un désastre comme stratège militaire. En quelques années, il mène l'Angleterre simultanément à la guerre contre l'Espagne et contre la France. 2 guerres perdues d'avance, 2 expéditions humiliantes, 2 saignées financières qui appauvrissent le royaume et forcent Charles à revenir mendier des crédits devant un parlement qu'il méprise. Le peuple anglais déteste Buckingham. Le parlement veut le destituer. Des pamphlets circulent qu'il appelle «
quote 5. Dans les rues de Londres, on crie son nom comme une insulte. Charles le défend. Obstinément, loyalement, désespérément. Il dissout même son parlement pour protéger son ami des procédures d'impeachment. C'est là qu'on voit, pour la première fois, ce trait de caractère qui sera fatal à Charles. Une loyauté absolue envers ceux qu'il aime, même quand cette loyauté le conduit à l'abîme. Et puis, par une chaude matinée d'août 1628, dans une auberge de Portsmouth, tout bascule. Buckingham prépare une nouvelle expédition militaire. Il sort pour déjeuner. Un homme s'approche dans la foule. John Felton, officier de l'armée, rendu fou par les injustices et les trahisons qu'il attribue au duc. En un instant, un couteau plonge dans la poitrine du duc de Buckingham. L'homme le plus puissant d'Angleterre s'effondre mort sur les dalles d'une auberge de province. La foule, dit-on, a crié de joie quand la nouvelle s'est répandue. Charles, lui, s'est effondré d'un autre genre de façon. Il pleure. Il se retire dans ses appartements. Il refuse de voir quiconque pendant des jours. Et c'est Henrietta Maria qui vient le chercher. Ce que les historiens racontent de cette période est l'une des transformations les plus belles et les plus tristes de toute l'histoire royale anglaise. Deux personnes qui s'ignoraient, qui vivaient dans la même maison comme des étrangers polis, se retrouvent soudainement dans le deuil partagé d'un homme que l'un aimait et que l'autre avait détesté. Et dans ce deuil, quelque chose d'inattendu se construit, un amour véritable. Les lettres qu'Henrietta Maria lui écrira pendant les années de guerre qui suivent commencent toutes par les mêmes mots. Mon cœur tendre. Pas une formule de protocole. Une tendresse authentique, presque douloureuse à lire. Elle l'appellera Côte 7 jusqu'à la fin. Ils auront 9 enfants. 6 survivront. Et pourtant, même cet amour magnifique aura son côté sombre. Parce qu'Henrietta Maria est catholique, entourée de prêtres catholiques, active dans les salons diplomatiques catholiques d'Europe. Et dans l'Angleterre protestante du XVIIe siècle, cela signifie qu'elle est perçue comme une menace vivante. On la surnomme la gamine papiste de France. On l'accuse de vouloir reconvertir le roi. On lui attribue toutes les décisions impopulaires de son mari. Elle n'est pas pour rien dans les catastrophes qui vont suivre. Mais elle n'est pas seule responsable non plus. Le problème est beaucoup plus profond. Et il s'appelle la conviction absolue de Charles qu'il est le représentant direct de Dieu sur terre. Regardons ce que Charles a fait produire pendant les années de gloire, avant que tout s'effondre, parce que c'est révélateur. En 1632, il fait venir d'Anvers le peintre le plus célèbre de son époque, Anthony van Dyck. Il lui donne un atelier, un titre, peintre ordinaire de leur majesté, et lui offre une rente considérable. En 9 ans à la cour anglaise, Van Dyck peint Charles une 40aine de fois. Il peint la reine, il peint les enfants royaux. Il crée ce qui reste à ce jour l'image la plus puissante de la monarchie stuarte. Un roi aux doigts longs et élégants, au regard mélancolique et hautain, vêtu d'armures qui n'ont jamais vu un vrai champ de bataille. Mais il y a un tableau qui résume tout mieux que n'importe quel traité d'histoire. En 1635, Van Dyck peint tirez-bas, quote, tirez-bas, 10, tirez-bas, 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 le même visage, vu de face, de profil à gauche et de 3/4 à droite, sur une seule toile. C'est techniquement un outil de travail. L'image est envoyée à Rome pour que le sculpteur Bernini puisse réaliser un buste en marbre du roi sans qu'il ait à faire le voyage. Mais ce tableau dit quelque chose d'extraordinaire sur la façon dont Charles se percevait. Certains historiens de l'art y voient une référence directe à la Sainte Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. 3 visages, une seule divinité. Charles Ier, représenté comme un être triple. Comme si la royauté elle-même était une forme de sacré. Un visage tragique, dit-on. Un visage qui porte déjà le poids de ce qui vient. Il ne savait pas si bien dire. Pendant que Van Dyck immortalise son souverain dans ses poses de grandeur olympique, Charles est déjà en train de creuser sa propre tombe. Lentement, méthodiquement. Sans s'en apercevoir, ce qui est peut-être le détail le plus glaçant de toute l'histoire. Revenons en mars 1629. Depuis son accession au trône, Charles a déjà dissous 3 parlements. 3, en 4 ans à peine de règne. À chaque fois, le scénario se répète, avec une régularité presque comique si les conséquences n'étaient pas si graves. Le Parlement refuse de lui voter des crédits sans que ses griefs soient entendus, Charles se fâche, accuse les parlementaires de trahison ou d'incompétence, et dissout la session. C'est un couple qui se dispute sans jamais se séparer vraiment, parce que ni l'un ni l'autre ne peut se passer de l'autre. Mais en mars 1629, quelque chose de nouveau se produit. À la Chambre des communes,
un groupe de parlementaires opère un geste sans précédent dans l'histoire anglaise. Quand l'huissier arrive pour annoncer la dissolution au nom du roi, les parlementaires tiennent physiquement le président de séance sur son siège. Ils le retiennent de force. Les portes sont verrouillées de l'intérieur, et dans cet étrange huis clos improvisé, ils votent à la hâte 3 résolutions qui dénoncent les pratiques fiscales illégales du roi et ses innovations religieuses suspectes. C'est une rébellion symbolique, une déclaration de guerre au ralenti. Charles est furieux. Sa réponse est immédiate et radicale. Il dissout le Parlement. Et cette fois, il n'en convoque pas de nouveau. Pendant 11 ans, vous avez bien entendu, 11 ans, le roi d'Angleterre gouverne seul, sans parlement, sans opposition légale, sans aucun mécanisme de contrôle autre que sa propre conscience. C'est ce qu'on appelle la règle personnelle. Ses ennemis l'appelleront quote 11. Comment un roi peut-il gouverner sans parlement ? En trouvant des revenus qui n'exigent pas le vote parlementaire. Et Charles s'y emploie avec une ingéniosité qui force presque l'admiration, si l'on nommait le fait que chaque nouvelle trouvaille resserre un peu plus le nœud autour de son propre cou. Il ressuscite d'anciennes lois féodales, oubliées depuis des siècles. Il impose des amendes aux propriétaires terriens pour de prétendus empiètements sur les forêts royales. Il vend des monopoles commerciaux. Il lève des taxes de guerre sans état de guerre déclaré. Mais la plus célèbre et la plus détestée de ses inventions fiscales porte un nom délicieux dans sa simplicité, le ship money, l'argent des navires. C'est une vieille pratique médiévale. En temps de guerre, les comtés côtiers contribuaient à l'entretien de la marine royale en fournissant des navires ou leur équivalent en argent. Charles reprend cette pratique et la transforme. Il l'étend aux comtés de l'intérieur. Il en fait un impôt annuel, permanent, applicable en temps de paix. Et pour justifier le tout, il décrète qu'il existe un état permanent de menace maritime qui nécessite une marine constamment prête. Techniquement, c'est légal. Juridiquement, c'est défendable. Politiquement, c'est explosif. Les propriétaires terriens, les marchands, les iomènes qui paient cet impôt comprennent très bien ce qui se passe. Si Charles peut lever cette taxe sans parlement, si ce précédent s'installe, alors l'idée même du consentement parlementaire devient facultative. Et sans consentement parlementaire, ce qui reste ? Un monarque absolu qui décide seul de prendre l'argent de ses sujets quand bon lui semble. Un homme refuse de payer. Il s'appelle John Hampden, propriétaire terrien du Buckinghamshire, homme de conviction et d'argent. Il porte l'affaire devant les tribunaux. En 1638, les juges tranchent, 7 contre 5, en faveur du roi. Victoire légale pour Charles, mais victoire à la Pyrrhus. Les 5 juges qui ont voté contre lui ont rendu leurs opinions publiques, et ces opinions sont lues dans toute l'Angleterre. Elles racontent, en termes juridiques précis, pourquoi le roi est en train de bafouer les droits fondamentaux de ses sujets. Et pendant tout ce temps, Charles peint son image dans des toiles magnifiques. Il court à cheval dans ses forêts royales. Il aime tendrement sa femme catholique. Il réforme l'Église d'Angleterre dans un sens de plus en plus liturgique, de plus en plus proche des rites catholiques que les puritains exècrent. Il vit dans une bulle d'autosatisfaction divine. Et la pression monte, monte, monte. Il faut une étincelle. Et elle va venir d'un endroit que Charles n'avait pas prévu. Une église d'Édimbourg, un matin de juillet 1637. Charles Ier est roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Mais depuis son accession au trône, il a presque oublié que l'Écosse existe. Il y est né, mais il n'y est pratiquement jamais retourné. L'Écosse, pour lui, c'est un royaume lointain qui lui appartient de droit divin comme les autres. Ce n'est pas un peuple avec ses propres traditions religieuses, sa propre identité, sa méfiance viscérale envers tout ce qui ressemble de loin au catholicisme. En 1633, Charles se rend enfin à Édimbourg pour son couronnement écossais. Il organise une cérémonie anglicane, évêques, ornements liturgiques, rituels élaborés. Les Écossais, profondément presbytériens, serrent les dents mais se taisent. Charles y voit une approbation. Il décide d'aller plus loin. Son archevêque de Cantorbéry, William Laud, prépare un nouveau livre de prières commun pour l'Écosse. Essentiellement le livre anglican anglais, traduit et imposé d'autorité aux congrégations écossaises sans que ni le Parlement écossais ni l'Assemblée générale de l'Église n'aient été consultés. Un dimanche matin de juillet 1637, dans la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, le doyen James Hannay ouvre ce nouveau livre pour lire les prières à sa congrégation. Il n'a pas prononcé 3 phrases. Une femme se lève du fond de l'église. Elle s'appelle Jenny Geddes, ou du moins, c'est le nom que la légende lui a donné. Elle est vendeuse de marché.
Elle est assise sur son petit tabouret pliant, comme toutes les femmes de son rang qui n'ont pas accès au banc réservé. Et quand elle entend les premières paroles de cette liturgie étrangère, importée d'Angleterre, trop proche des messes catholiques qui font horreur à chaque protestant écossais, elle se lève d'un bond. Elle saisit son tabouret. Elle le lance à la tête du doyen en hurlant en dialecte écossais quelque chose qui se traduit à peu près par « Le diable te donne des coliques, espèce de faux voleur, tu oses dire la messe à mon oreille ?» Le tabouret rate sa cible. Mais la révolution, elle, atteint le sien. En quelques secondes, c'est le chaos. Des bibles volent, d'autres tabourets aussi. Les femmes hurlent, les hommes se lèvent. Le bishop qui monte en chair pour calmer la foule reçoit à son tour un projectile qui manque de peu sa tête mitrée. Les baillis descendent des galeries, les portes s'ouvrent, la foule déborde dans les rues d'Édimbourg et met la ville en ébullition pendant des heures. Charles reçoit la nouvelle à Londres. Sa réaction ? Il refuse de retirer le livre de prière. Les Écossais signent alors le Covenant national, une pétition signée par des milliers de personnes dans tout le pays, dans les kirks, dans les cimetières, parfois dans leur propre sang, selon la légende. Une déclaration collective de résistance à toute imposition étrangère sur leur église. Charles convoque une armée. Il marche vers le nord. Et là, Charles découvre quelque chose d'humiliant. Son armée est pitoyable. Des soldats mal payés, mal entraînés, équipés de matériel défectueux, commandés par des officiers qui n'ont aucune expérience des vraies batailles. Les covenantaires écossais, eux, sont motivés par une fureur religieuse qui vaut toutes les formations militaires du monde. La première guerre des évêques se termine sans bataille digne de ce nom, par une trêve aussi inconfortable que provisoire. Charles ne peut pas financer une vraie guerre sans argent. Il n'a pas d'argent sans parlement. Et il n'a pas convoqué de parlement depuis 11 ans. Il est coincé. En avril 1640, il convoque donc un nouveau parlement. Le parlement court, comme l'histoire le nommera, parce qu'il dure exactement 3 semaines avant que Charles le dissolve à nouveau dans un accès de rage. Les parlementaires avaient osé présenter leurs griefs avant de voter les crédits demandés. Ce n'est pas ce que Charles avait prévu. Ce n'est jamais ce que Charles avait prévu. L'Écosse s'embrase de nouveau. Les covenantaires traversent la frontière et occupent le nord de l'Angleterre. Pour avoir les moyens de les repousser, Charles convoque un deuxième parlement. Celui-là, il ne pourra pas le dissoudre quand bon lui semblera, parce que les parlementaires ont prévu le coup. Ils ont voté, dès leur première séance, qu'un parlement ne peut être dissous sans son propre consentement. C'est le long parlement. Il siégera jusqu'en 1660. Et ce parlement ne vient pas pour négocier, il vient pour régler des comptes. Les 2 premières années du long parlement sont une série d'humiliations soigneusement calculées pour Charles. Les parlementaires démantelent, l'une après l'autre, toutes les constructions fiscales et politiques de sa règle personnelle. Ils abolissent les tribunaux prérogatives. Ils déclarent le ship-money illégal. Ils abolissent la chambre étoilée, qui servait d'outil de répression. Et ils s'attaquent à l'homme que Charles considère comme son plus fidèle serviteur, Thomas Wentworth, comte de Strafford, qui a gouverné l'Irlande d'une main de fer au nom du roi. Strafford est accusé de trahison. L'acte d'accusation est fragile. Certains juristes pensent en privé qu'il ne tiendra pas. Charles, en vrai ami cette fois, lui envoie un message solennel sur sa parole de roi. « Je vous assure que vous ne souffrirez, ni dans votre vie, ni dans votre honneur, ni dans votre fortune. » Parole de roi. Mais la pression du Parlement est immense. Des foules s'amassent à Westminster, réclamant la tête de Strafford. Henrietta Maria est terrifiée. Les rumeurs courent que le Parlement prépare aussi sa propre destitution pour complicité catholique dans les affaires du roi. Elle presse Charles d'agir, d'accepter, de céder. Et Charles, l'homme qui ne cède jamais, l'homme que rien ne fait plier, signe l'acte d'attendé qui condamne Strafford à mort. Il le trahit. Strafford est décapité en mai 1641, devant une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes sur Tower Hill. Charles, dit-on, n'a pas dormi pendant des jours. Il dira plus tard, depuis l'échafaud, que c'était sa plus grande faute, permettre cette mort injuste. Une sentence injuste que j'ai laissé s'accomplir est maintenant punie par une sentence injuste contre moi. Mais dans l'immédiat, cette capitulation ne l'a pas sauvé. Elle l'a affaibli. Elle a prouvé aux parlementaires qu'en poussant assez fort, Charles finissait par céder. Alors il pousse encore. Et Charles décide qu'il a assez cédé. Nous sommes le 4 janvier 1642. Il est l'après-midi. La Chambre des communes est en session. Et des nouvelles courent depuis la veille dans Westminster. Le roi prépare quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un, on ne sait pas exactement qui, peut-être Henrietta Maria elle-même, dans un moment d'exaspération dramatique,
aurait dit à Charles, vrai ou inventé, ces paroles donnent la mesure de l'atmosphère à la cour ce jour-là. Charles se lève. Il prend ses appartements, rassemble une escorte armée de plusieurs centaines d'hommes et se dirige vers Westminster. Ce qui se passe ensuite est sans précédent dans toute l'histoire parlementaire anglaise. Un roi d'Angleterre entre dans la Chambre des communes. Aucun souverain n'avait jamais osé franchir ce seuil. C'est un espace sacré, dans le sens institutionnel du terme. Un espace où la couronne n'a pas droit de regard direct. Charles entre, s'installe dans le fauteuil du président et balaye la salle du regard. Il cherche 5 hommes qu'il a accusés de trahison. John Pym, John Hampden, Denzil Holmes, Arthur Hazelrig et William Strode, qu'il a l'intention d'arrêter, séance tenante. Le président de séance, William Lenthal, se lève. Charles lui demande si les 5 membres sont présents. Et Lenthal, dans une phrase qui a traversé les siècles, répond avec une majesté tranquille. Le silence qui suit doit avoir été extraordinaire. Charles regarde les bancs. Il cherche les visages. Les 5 hommes, prévenus plusieurs heures à l'avance, se sont enfuis par la Tamise. Le roi scrute les rangées pendant ce que les témoins décrivent comme un bon moment. 1 minute, 2 minutes, une éternité en tout cas, pour un roi qui réalise lentement qu'il vient de commettre une erreur irréparable. Puis il prononce la phrase qui restera. Il quitte la chambre. Derrière lui, les membres crient, le mot qui signifie que le roi vient de bafouer l'immunité parlementaire, que quelque chose de fondamental vient d'être brisé. Charles rentre à Whitehall en carrosse. Dans les rues de Londres, les foules l'accueillent avec des huées. Il envoie des hommes à la Guildhall pour exiger que la ville lui livre les 5 fugitifs. On lui répond non. Les régiments de milices citadines se mobilisent. En 1 semaine, Charles a perdu le contrôle de sa propre capitale. Le 10 janvier 1642, Charles quitte Londres. Il n'y reviendra jamais en homme libre. Les 5 membres émergent de leur cachette dans la cité et remontent la Tamise par bateau sous les acclamations de milliers de Londoniens. La ville est à eux, le Parlement est à eux, et Charles, quelque part sur la route du Nord, comprend peut-être, qu'il vient de commettre l'erreur de sa vie. Mais même s'il le comprend, il est trop tard. La machine de la guerre civile est en marche. Le 22 août 1642, Nottingham, sous une pluie battante. Charles lève l'étendard royal. C'est le geste ancestral, le signal codifié depuis des siècles qui signifie « le roi déclare la guerre ». Des trompettes sonnent, des tambours battent, des soldats se rassemblent. On cherche un porte-étendard assez robuste pour maintenir l'oriflamme droit contre le vent. La cérémonie est censée être solennelle et majestueuse. Elle est triste et mouillée. Le vent est si fort que l'étendard s'affaisse. Il faudra le replanter plusieurs fois. Les contemporains y voient un mauvais présage. Charles, lui, voit la main de Dieu dans cette tempête. Pas un avertissement, non, mais une épreuve que les justes doivent traverser. Les royalistes, les cavaliers, comme on les nommera bientôt, contrôlent grosso modo les Midlands, le pays de Galles, l'Ouest et le Nord. Les parlementaires, les têtes rondes, pour leur coiffure militaire, tiennent Londres, le Sud-Est et l'Est Anglie. Les 2 camps ont environ une moitié de l'Angleterre chacun. Et les 2 camps ont exactement la même certitude d'avoir Dieu dans leur camp. La vraie question, dans les premières semaines, est de savoir qui peut lever une armée plus vite, mieux organisée, mieux financée. Sur le papier, Charles devrait avoir l'avantage. Il a la noblesse, la cavalerie, les vieux réseaux féodaux. Il a son neveu, le prince Rupert du Rhin, fils de sa sœur Élisabeth, qui arrive d'Europe continentale avec une réputation terrifiante de général de cavalerie. Rupert a 23 ans. Il est intrépide jusqu'à l'imprudence. Sa cavalerie est la force de frappe la plus redoutable que Charles ait à sa disposition. La première grande bataille de la guerre civile se déroule en octobre 1642, à Edge Hill, dans le Warwickshire. Charles passe ses troupes en revue à cheval et leur déclare « Ce discours est sincère. Charles a des qualités humaines réelles. Le courage physique n'est pas en doute. Il montera lui-même à cheval sur plusieurs champs de bataille. Edge Hill se termine sans vainqueur déclaré, une espèce d'égalité sanglante qui laisse les 2 camps épuisés et perplexes. Rupert avait brillamment percé les lignes parlementaires avec sa cavalerie. Mais au lieu de revenir pour exploiter la brèche dans l'infanterie ennemie, ses cavaliers avaient continué leur course jusqu'au bagage du camp adverse pour les piller. Résultat, l'infanterie royaliste se retrouve sans appui, et ce qui aurait pu être une victoire décisive devient un match nul coûteux. Ce schéma va se répéter, encore et encore. Les 2 premières années de la guerre sont un massacre lent, sans décision claire.
des sièges de ville, des escarmouches dans les champs du Midlands, des familles déchirées, frères contre frères, père contre fils. On estime que plus de 200 000 personnes meurent directement ou indirectement dans ces conflits. Un chiffre qui, rapporté à la population de l'Angleterre de l'époque, équivaut proportionnellement aux pertes de la Première Guerre mondiale. Des villages brûlent, des récoltes sont détruites, des cathédrales sont saccagées par les soldats puritains qui brisent les vitraux médiévaux parce que les images sont idolâtres. L'Angleterre saigne. Et pendant ce temps, quelque chose se prépare du côté parlementaire qui va tout changer. Un soldat, un homme de Dieu, un fanatique, diront ses ennemis, un instrument de la providence divine, diront ses partisans. Son nom, Oliver Cromwell. Cromwell n'est pas un militaire de formation. Il est député du Parlement, propriétaire terrien, puritain convaincu jusqu'à l'os. Mais il a quelque chose de rare, la capacité de regarder la réalité en face. Et la réalité qu'il voit en 1643, c'est que l'armée parlementaire est une catastrophe organisée. Elle est composée de milices locales qui refusent de combattre loin de leur comté. Elle est commandée par des nobles qui font la guerre pour préserver leurs privilèges autant que pour défendre le Parlement. Elle manque de discipline, de cohérence, de conviction. Cromwell propose autre chose. Une armée professionnelle, centralisée, payée régulièrement, recrutée sur le mérite et non sur la naissance. Une armée où les promotions vont aux combattants qui se battent le mieux, pas aux fils de père qui ont de belles armures. La New Model Army, l'armée du nouveau modèle, est créée au début de 1645. Elle sera l'outil avec lequel Cromwell va briser la monarchie. Et en juin 1645, les deux armées se retrouvent pour la bataille décisive, Naseby, un matin de brume dans le Northamptonshire. Charles a divisé ses forces quelques semaines plus tôt, une erreur stratégique que ses généraux lui ont déconseillée. Son armée est numériquement inférieure à celle de Fairfax et Cromwell. Rupert conseille la retraite. Lord Digby, le favori du moment, conseille l'attaque. Charles écoute Digby. Le choc est initial favorable aux royalistes. Rupert enfonce l'aile gauche parlementaire et galope jusqu'aux bagages ennemis. Encore une fois, comme à Edgehill, sa cavalerie s'emballe et ne revient pas à temps. Cromwell, sur l'aile droite, fait quelque chose que Rupert ne fait jamais. Après avoir défait la cavalerie royaliste en face de lui, il arrête ses propres chevaux, les reforme et les retourne contre l'infanterie royaliste qui se trouve maintenant prise en tenaille. L'infanterie de Charles commence à céder, puis à se rendre, puis à fuir. Le roi est sur le terrain. À un moment critique, alors qu'il s'apprête à lancer ses dernières réserves dans la bataille pour tenter de renverser le sort, un de ses officiers saisit la bride de son cheval et le détourne par la force. Trop dangereux. Le roi lui-même ne peut pas risquer d'être capturé ou tué. Charles recule. Il regarde depuis une hauteur ce qui reste de son armée. Ce qui reste, c'est peu de choses. 1 millier de morts, 5000 prisonniers, toute l'artillerie, les bagages. Et dans ces bagages, catastrophe politique autant que militaire, la correspondance privée du roi. Des lettres qui révèlent qu'il négociait secrètement avec des puissances catholiques étrangères pour ramener une armée irlandaise et française en Angleterre contre ses propres sujets. Ces lettres seront publiées. Tout le pays les lira. Charles n'a plus d'armée. Il n'a plus de secret. Il lui reste encore une carte. Toujours cette même carte qu'il a jouée toute sa vie. Sa certitude absolue, inébranlable, que Dieu finira par lui rendre justice. Mais même Dieu, parfois, finit par se lasser des rois qui confondent foi et obstination. Il reste au roi d'Angleterre une ressource que personne ne peut lui confisquer, lui-même. Après Naseby, après la débâcle militaire, après la publication de ces lettres secrètes qui révèlent à l'Europe entière qu'il négociait une invasion catholique contre son propre peuple, Charles n'a plus d'armée, plus de capital politique, plus de crédibilité auprès de quiconque pense avec un minimum de pragmatisme. Mais il a encore quelque chose d'extraordinairement précieux dans le jeu politique de l'époque, sa personne royale. Charles n'est pas un pion, il est le roi. Et tant qu'il est vivant, tant qu'il refuse de signer quoi que ce soit, tant qu'il refuse de capituler formellement, il représente un centre d'autorité que tous les acteurs de ce chaos doivent considérer. L'armée parlementaire ne peut pas gouverner sans lui, ou du moins pas facilement. L'Écosse a besoin de lui pour négocier ses propres intérêts. Les modérés du Parlement espèrent encore le ramener à la raison. Même les plus radicaux des têtes rondes savent qu'un roi vivant est plus utile qu'un roi mort, au moins pour l'instant. Alors Charles joue la seule carte qui lui reste. Il se rend. Mais il choisit avec soin à qui.
En mai 1646, Charles quitte Oxford à la faveur de la nuit, déguisé en domestique. Il ride vers le nord et se présente au camp de l'armée écossaise près de Newark. Les Écossais, qui combattent eux aussi contre lui depuis des années, mais qui partagent avec lui le lien dynastique des Stuarts, semblent une option moins radicale que de se livrer directement à Cromwell. C'est un calcul, froid, pragmatique et profondément caractéristique de la façon dont Charles fonctionne. Il ne cède pas, il manœuvre. Il ne capitule pas, il négocie en position de faiblesse en faisant semblant de ne pas en avoir conscience. Les Écossais l'accueillent, et les négociations commencent. Ce qui se passe pendant les 9 mois suivants est l'une des parenthèses les plus étranges de toute cette histoire. Charles est prisonnier des Écossais, mais prisonnier à la manière d'un roi, avec sa cour, ses serviteurs, son confort relatif. Et il négocie. Il négocie avec les Écossais, qui lui demandent d'imposer le presbytérianisme en Angleterre comme condition de leur soutien. Charles refuse. Pour lui, toucher à l'organisation de l'Église est aussi inacceptable que de céder son propre corps. Il négocie avec les parlementaires anglais qui lui envoient proposition sur proposition. Il tergiverse, amende, contre-propose. Il fait traîner les discussions pendant des semaines, des mois. Ses interlocuteurs comprennent rapidement qu'ils ont affaire à quelqu'un qui ne dit jamais vraiment non, qui dit quoi de 21, quoi de 22, quoi de 23, mais qui n'a aucune intention de tenir ses engagements une fois la pression levée. Les contemporains le voient. Son propre secrétaire note dans son journal que le roi n'a jamais l'intention de tenir quoi que ce soit de ce qu'il promet, sachant très bien que des promesses faites sous contrainte ne sont pas contraignantes. Ce n'est pas de la mauvaise foi au sens vulgaire, c'est quelque chose de plus compliqué, une conviction profonde que les engagements pris avec des rebelles contre leur roi légitime ne peuvent pas avoir de valeur morale. En janvier 1647, les Écossais vendent Charles au Parlement anglais, littéralement. Ils acceptent une somme considérable en échange de la personne royale. Ce n'est pas l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire écossaise. Charles est transféré dans les mains du Parlement. Il est installé à Holdenby House, dans le Northamptonshire, sous garde parlementaire. Mais le Parlement n'est plus vraiment en contrôle de la situation. Une autre puissance a émergé, plus disciplinée, plus radicale, et profondément convaincue elle aussi d'avoir reçu mission divine. La New Model Army. L'armée et le Parlement sont en guerre froide. Les soldats de Cromwell ne se battent pas pour que les mêmes vieux aristocrates parlementaires reprennent le contrôle du pays en échange de concessions cosmétiques arrachées à un roi toujours aussi manipulateur. Ils se battent pour quelque chose de plus radical, une réforme réelle du gouvernement, un respect des libertés du peuple, une Angleterre nouvelle. Et quand le Parlement commence à négocier avec Charles sans régler les arriérés de paye de l'armée, sans accorder les indemnités promises, la tension devient explosive. En juin 1647, un cornet de la New Model Army, un officier subalterne nommé Joyce, avec 500 soldats derrière lui, arrive à Holdenby House à la faveur de la nuit. Il prend Charles sous la couette 26 de l'armée. Ce n'est pas un enlèvement officiel, Cromwell lui-même, dit-on, n'en savait rien à l'avance, ou faisait semblant de ne pas savoir. Charles est transféré à Hampton Court. Il rencontre Cromwell, Ireton, les grands officiers de l'armée. Ces rencontres sont fascinantes à imaginer. D'un côté, un roi convaincu d'être loin du Seigneur. De l'autre, des hommes qui ont renversé sa monarchie sur le champ de bataille et qui cherchent encore, malgré tout, une formule qui éviterait le précédent catastrophique de juger un roi. Charles joue, il discute, il semble parfois ouvert à des compromis sérieux. Et simultanément, il envoie des messages secrets à ses agents, à Paris, à La Haye, à Dublin, cherchant une armée étrangère, cherchant des royalistes dispersés, cherchant n'importe quelle main qui pourrait renverser à nouveau la situation. En novembre 1647, Charles s'échappe. Il laisse une lettre pincée sous une bougie sur sa table. Il disparaît dans la nuit. Il arrive à l'île de Wight, pensant que le gouverneur local lui sera favorable. Ce n'est pas tout à fait le cas. Le gouverneur Hammond le place sous une surveillance douce mais réelle au château de Carisbrooke. Mais Charles a au moins réussi quelque chose. Il s'est replacé en position de négociateur. Il a regagné une liberté partielle. De l'île de Wight, il reprend ses doubles jeux avec une ardeur renouvelée. Carisbrooke Castle domine son île comme un veilleur de pierre. Des courtines épaisses, des fossés profonds, des vents qui balayent le Solent en toute saison. C'est là que Charles tente, plusieurs fois, de s'enfuir. Une première tentative échoue parce que les barreaux de sa fenêtre sont trop serrés.
Il reste coincé à mi-corps et doit reculer. Une deuxième tente de le faire passer clandestinement à travers les lignes de garde. Elle échoue aussi. Mais si les évasions physiques ratent, les manœuvres diplomatiques s'intensifient. Le 26 décembre 1647, Charles signe en secret un accord avec les commissaires écossais. C'est ce qu'on appelle l'engagement. Les Écossais promettent d'envahir l'Angleterre en son nom et de le remettre sur le trône. En échange, Charles accepte d'établir le presbytérianisme en Angleterre pour une période de 3 ans. 3 ans. Pas de conviction, une transaction. Charles signe cet accord tout en sachant que dès qu'il sera de retour sur le trône, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour ne jamais l'appliquer. Ce calcul cynique va lui coûter ce qui lui reste de sympathie parmi les officiers de l'armée. Quand les termes de l'engagement seront découverts, Cromwell comprendra qu'il n'y a plus rien à négocier. L'engagement déclenche la Deuxième Guerre civile. Au printemps 1648, des insurrections royalistes éclatent simultanément dans plusieurs comtés. Kent, Essex, Pembrokeshire au Pays de Galles. L'armée écossaise franchit la frontière en été. Et Cromwell, qui avait peut-être encore gardé un espoir de solution négociée, comprend maintenant que Charles ne peut pas et ne veut pas se comporter autrement. Les insurrections sont écrasées, les Écossais sont défaits à Preston en août 1648, une bataille d'une brutalité particulière, menée en 3 jours à travers les pluies du Lancashire, qui voit la New Model Army pulvériser une force 2 fois supérieure en nombre grâce à une coordination parfaite et à la fois brûlante de ses soldats. La Deuxième Guerre civile a duré quelques mois. Elle n'a fait que cristalliser une certitude dans l'esprit de Cromwell et de ses officiers. Tant que Charles Stuart vivra, la guerre reprendra. Que ce soit dans 6 mois ou dans 6 ans. La paix durable ne pouvait pas coexister avec cet homme-là. L'armée tient ses grands conseils. Les officiers debout prient, des heures parfois. De longues prières passionnées, pendant lesquelles hommes enduits de boue et de sang du Lancashire cherchent la voix de Dieu dans leur propre conscience collective. Et la voix qui en ressort est celle que tous, peut-être, attendaient sans oser le formuler. Charles Stuart doit être jugé. Le Parlement résiste encore. La majorité des Lords et une bonne partie des communes ne veulent pas de ce procès. Trop radical, trop dangereux, trop irréversible. On peut destituer un roi, cela s'est fait. On peut l'exiler, cela s'est fait aussi. Mais le juger, le condamner, l'exécuter selon les formes légales, personne n'a jamais osé ça. Nulle part en Europe. L'armée résout le problème à sa façon. En décembre 1648, le colonel Pride poste ses soldats à l'entrée de Westminster. Un par un, à mesure que les parlementaires arrivent pour siéger, ces hommes consultent une liste et refusent l'entrée à ceux qui sont jugés trop modérés. Certains sont arrêtés, d'autres font demi-tour. Quand la journée se termine, il ne reste aux communes que quelques dizaines de membres, ceux que l'armée est prête à tolérer. Ce sera le Parlement croupion, l'Assemblée tronquée qui va décider de la mort d'un roi. Le 20 janvier 1649, Westminster Hall, l'une des grandes salles médiévales encore debout en Europe, des piliers de pierre qui portent une charpente de chêne vieille de 3 siècles, une acoustique qui transforme les voix humaines en quelque chose de solennel et de légèrement irréel. Charles entre dans la salle. Il a passé des années à anticiper ce moment, d'une certaine façon. Pas à le craindre, à le penser théologiquement. Un roi ne peut pas être jugé par ses sujets. C'est une impossibilité logique dans le système de pensée de Charles. Un roi tient son pouvoir de Dieu. Aucune juridiction humaine ne peut s'interposer entre lui et son Créateur. Donc ce tribunal, quel que soit le nom qu'on lui donne, est illégitime par définition. Il entre. Il s'assoit dans son fauteuil, on lui a préparé une chaise qui ressemble à un dock face au juge. Il porte ses vêtements sombres, le ruban bleu de l'ordre de la Jarretière en travers de la poitrine, sa canne à pommeau d'argent dans les mains. Son visage est calme, presque trop calme. John Bradshaw préside. Il porte un chapeau renforcé de plaques de métal, une protection contre les assassins potentiels, ce qui donne à la scène une touche d'absurde inquiet. L'acte d'accusation est lu. Charles Stuart, roi d'Angleterre, tyran, traître, meurtrier et ennemi public du peuple de cette nation, Charles tente d'interrompre. Bradshaw lui ordonne de se taire. Charles attend que la lecture soit terminée. Puis, au moment de plaider coupable ou non coupable, il fait ce que tout le monde attendait, ce que tout le monde savait qu'il ferait, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement sans renier sa conception entière de lui-même. Il refuse de plaider. Sa voix ne tremble pas. Le bégaiement qui l'a accompagné toute sa vie semble s'être volatilisé. Il parle avec une fluidité que ses contemporains, qui l'ont entendu hésiter et trébucher sur ses mots pendant des décennies,
décrivent avec une stupéfaction mêlée d'admiration. Il est rappelé 4 fois. 4 fois, il pose la même question fondamentale. Et il a raison, en un sens. Il n'existe aucun précédent légal pour ce procès. Les juristes les plus pointilleux de l'époque reconnaissent en privé que la procédure est inventée de toutes pièces. Même Lord Fairfax, le grand commandant militaire parlementaire, refuse finalement de siéger parmi les juges. Quand son nom est appelé dans la liste des commissaires, sa femme, depuis les galeries, crie. Mais Charles a également complètement tort dans une autre dimension. Parce que ses arguments théologiques sur la nature divine de la royauté sont précisément ce que ses adversaires lui reprochent. Cette conviction qu'un roi est au-dessus des lois humaines, qu'il peut mentir, trahir, envoyer des armées étrangères contre son propre peuple, parce que Dieu seul peut le juger. Le tribunal procède en son absence. 30 témoins déposent contre lui. Le 27 janvier 1649, la sentence est prononcée. 59 commissaires la signent. 59 hommes qui savent pertinemment qu'ils viennent de signer leur propre condamnation si jamais la monarchie est restaurée. Ce tribunal juge que lui, Charles Stuart, tyran, traître, meurtrier et ennemi public du peuple de cette nation, sera mis à mort par la séparation de sa tête de son corps. Il lui reste 3 jours. Charles les passe à St. James Palace, dans les appartements où Henrietta Maria a vécu les premières années de leur mariage. Elle est en France depuis 5 ans. Elle a fui pendant la guerre civile, cherchant des alliés, des fonds, des armes. Elle ne sait pas encore ce qui se prépare. Les lettres mettent des jours à traverser la Manche. Le 29 janvier, la veille de son exécution, Charles fait une chose qui a tout d'une torture volontaire et inévitable. Il demande à voir ses enfants. 2 d'entre eux sont encore en Angleterre, sous la tutelle du Parlement. Élisabeth, 13 ans, et Henri, 10 ans. Les 3 autres sont hors d'atteinte, à l'étranger ou en sécurité quelque part. Quant à son fils aîné, le futur Charles II, il est en exil sur le continent. Les 2 enfants entrent dans ses appartements. Élisabeth est en larmes depuis qu'on lui a annoncé la condamnation de son père. Son jeune frère, plus intrigué que dévaste, observe. Ce que Charles dit à ses enfants ce soir-là a été consigné par Élisabeth elle-même, dans un texte qui fait partie des documents les plus poignants de cette histoire. À sa fille, il demande de rester fidèle à la vraie religion protestante et de transmettre à sa mère que ses pensées n'ont jamais dévié d'elle. À son fils Henri, il lui tient un discours d'une noirceur stupéfiante dans sa sincérité. Et le petit garçon de 10 ans répond avec une gravité qui dépasse son âge. Cette réponse, dit-on, a rendu Charles VI. Puis vient le moment où il doit les quitter. Élisabeth sanglote à fendre l'âme. Charles repart vers ses appartements, puis se retourne. Les sanglots de sa fille l'ont rappelé. Une dernière étreinte, une dernière bénédiction, et il s'en va. Élisabeth notera dans son texte « Je n'oublierai jamais son visage ce soir-là ». Le soir du 29 janvier, Charles brûle ses papiers personnels et sa correspondance chiffrée. Pas tous, certains documents sont trop importants, certaines lettres trop chères. Mais les secrets d'État, les messages codés, les preuves de négociation que ses ennemis pourraient utiliser pour salir encore sa mémoire, ceux-là disparaissent dans les flammes. L'évêque de Londres, William Juxon, reste avec lui toute la nuit. Ils prient, ils lisent ensemble l'évangile selon Matthieu. Et Charles, qui a fait attention à la liturgie du jour depuis sa détention, remarque que la lecture prévue pour ce 29 janvier est précisément le récit de la passion du Christ. Il ne dit rien, mais son visage, selon Juxon, se transfigure légèrement. Le lendemain matin, le 30 janvier 1649, il se lève tôt. Il demande à son serviteur Thomas Herbert de lui passer une chemise supplémentaire sous sa chemise habituelle. Herbert lui demande pourquoi. Cette phrase dit tout sur Charles Ier. Sa préoccupation, la veille de mourir, n'est pas la mort. C'est l'image qu'il laissera. Sa dernière bataille n'est pas pour sa vie. Elle est pour sa réputation, pour la façon dont la postérité interprétera ses frémissements. Aux alentours de 10 heures du matin, le cortège se forme. Charles sort de St. James Palace. Il traverse à pied le parc royal, ce même parc qu'il a traversé des centaines de fois pour aller à ses jardins, à ses parties de chasse, à ses revues militaires. Ce matin, le parc est flanqué de régiments d'infanterie dont les couleurs flottent dans le vent froid. Les tambours battent. La foule, de chaque côté, regarde en silence. Charles marche vite. Ses geôliers ont du mal à suivre son allure. L'évêque Juxon est à sa gauche. Le colonel Tomlinson, chargé de sa garde, marche nu-tête par respect à sa droite. Ils entrent dans le palais de Whitehall. Charles traverse la Banqueting House.
la grande salle de réception où il a donné des fêtes, des masques, des réceptions diplomatiques pendant 24 ans. Il lève les yeux. Au plafond, la grande peinture de Rubens que lui-même a commandée en 1629. Une œuvre qui représente l'apothéose de son père Jacques Ier, montant vers les cieux dans une gloire baroque. Charles avait commissionné cette célébration de la royauté divine. Et maintenant, il marche en dessous d'elle pour mourir. Si ce détail ne lui a pas traversé l'esprit, il lui manquait de l'imagination. S'il y a pensé, ce doit avoir été quelque chose d'extraordinairement douloureux ou d'extraordinairement réconfortant. Peut-être les deux. Il passe par une fenêtre ouverte pour sortir sur l'échafaud. L'échafaud est tendu de noir. Le sol est couvert de sable noir. Au centre, le billot de bois, plus bas que prévu, si bas que le roi devra se mettre à genoux et s'allonger presque complètement pour y poser sa tête. Des crampons sont fixés dans le bois, pour attacher le roi s'il résiste. Charles les remarque. Il ne dit rien. Autour de l'échafaud, des rangées denses de soldats. Et derrière eux, aussi loin que le regard porte, une foule immense. Des milliers de personnes venues assister à quelque chose que l'Angleterre n'a jamais vu et ne reverra jamais. Certains sont là par curiosité morbide, d'autres par haine, d'autres encore par amour. Des royalistes qui n'ont pas pu sauver leur roi et qui veulent au moins témoigner. Charles comprend immédiatement que les soldats bloquent toute possibilité d'être entendus par la foule. Son discours n'atteindra que ceux qui sont sur l'échafaud avec lui. Il parle quand même. Il parle à Juxon, à Tomlinson, aux quelques témoins proches. Sa voix est calme. Il dit qu'il est innocent des crimes pour lesquels il est condamné. Il dit que le Parlement, et non lui, est responsable de la guerre. Il dit qu'il a toujours voulu la liberté et la franchise de son peuple, mais que la liberté d'un peuple consiste à avoir un gouvernement, pas à participer à ce gouvernement. Quote 39. Puis il dit quelque chose de plus personnel. Il évoque Strafford. Cette vieille blessure qui ne s'est jamais refermée. Une sentence injuste que j'ai laissée s'exécuter me vaut maintenant une sentence injuste contre moi. Il s'arrête. Regarde le billot. Quote 41. Demande-t-il à l'exécuteur ? Oui, sire. Il devrait être un peu plus haut. Il ne peut pas être plus haut, sire. Charles hoche la tête. Il remet sa longue chevelure brune sous un bonnet de nuit en soie, pour que l'exécuteur ne soit pas gêné par ses cheveux. Il se tourne vers Juxon. Juxon répond. Charles sourit. Ou du moins, les témoins rapportent quelque chose dans son expression qui ressemble à un sourire. Il ôte sa cape. Il s'agenouille. Il allonge le cou sur le billot, trop bas, obligé de s'étirer presque à plat. Il tend les bras devant lui. C'est le signal convenu avec l'exécuteur. Il attend quelques secondes. Ses lèvres bougent. Une prière silencieuse. Puis ses mains s'ouvrent. Le bourreau, masqué, portant une perruque et une fausse barbe, dont personne ne saura jamais l'identité avec certitude, abat la hache d'un seul coup. Un seul coup. La tête tombe. Le bourreau la soulève à bout de bras pour la montrer à la foule. Et de la foule monte un son que les témoins présents ce jour-là n'ont jamais pu oublier. Quote 47. Pas des cris de victoire, pas des acclamations. Un gémissement collectif, de douleur, d'horreur, de quelque chose qui ressemble à une nation qui vient de réaliser l'irréversibilité de ce qu'elle vient d'accomplir. Dans les heures qui suivent, quelque chose d'inattendu se produit. Des soldats parlementaires circulent dans la foule pour disperser les gens et prévenir les rassemblements. Certains témoins rapportent que des hommes et des femmes tentent de s'approcher de l'échafaud pour tremper leurs mouchoirs dans le sang du roi. Certains parviennent à toucher le bois de la plateforme. Ce geste dit tout. Ces gens ne trempent pas leurs mouchoirs dans le sang d'un tyran vaincu. Ils se comportent comme des fidèles devant les reliques d'un saint. La transformation commence ce jour-là. Elle sera spectaculairement accélérée par un livre. 10 jours après l'exécution, les libraires de Londres proposent à la vente un ouvrage d'une centaine de pages intitulé « Eikon Basilike », en grec « Portrait royal ». Le livre se présente comme l'autobiographie spirituelle de Charles Ier, rédigée pendant ses derniers mois de captivité. Ses méditations sur les événements de son règne, ses prières, ses justifications. En un mois, il en est à sa 20e édition. En une année, 35 éditions en anglais, des traductions en latin, en français, en néerlandais. C'est le best-seller le plus fulgurant de tout le XVIIe siècle anglais. La question de l'auteur ne sera jamais résolue de façon définitive. Un évêque du nom de Gauden revendiquera la paternité du texte après la Restauration. La vérité est probablement quelque part au milieu. Un texte compilé à partir de vraies notes de Charles, arrangé et amplifié pour l'édition.
Mais ce qui importe, c'est les faits. Le livre présente Charles non comme un tyran défait, mais comme un martyr. Un homme qui a souffert pour son peuple, pour son Dieu, pour sa foi. Le frontispice de l'édition originale est une gravure allégorique. Le roi agenouillé, tenant la couronne d'épines du Christ, abandonnant à ses pieds la couronne terrestre, les yeux levés vers la lumière céleste. La comparaison avec la passion du Christ est explicite, délibérée, et d'une efficacité redoutable. Le Parlement commande à John Milton, le plus grand poète de l'époque, auteur du futur Paradis perdu, une réfutation point par point de l'icône basiliquée. Milton s'y emploie. Son iconoclaste, briseur d'icônes, est un exercice de démolition rhétorique brillant, mais il perd la bataille de l'opinion publique avec une netteté embarrassante. La prose juridique de Milton ne peut pas grand-chose contre la douleur simple et authentique du livre martyr. L'Angleterre veut pleurer son roi. Oliver Cromwell gouverne maintenant. D'abord en tant que membre du Conseil d'État de la Nouvelle République, le Commonwealth d'Angleterre, puis, après la dissolution du Parlement croupion en 1653, en tant que Lord Protecteur, un titre qui est, pour tout dire, une monarchie déguisée en toge républicaine. Cromwell est un homme de contradiction magnifique. Soldat de génie, politique habile, homme de foi profonde et sincère, et néanmoins capable d'une brutalité froide que ses contemporains ne lui pardonnent pas facilement. Les massacres d'Irlande, à Drogheda et Wexford, où ses soldats tuent des populations entières au nom de Dieu et de l'Angleterre, resteront une tache indélébile sur son héritage. Il essaie de gouverner, il essaie de créer un parlement qui fonctionne, il essaie de trouver un équilibre entre les millénaristes qui veulent le royaume de Dieu maintenant et les conservateurs qui veulent juste qu'on leur rende leur propriété et leur tranquillité. Il n'y arrive pas vraiment. En 1658, épuisé, rongé par la paludisme et autres maux, Cromwell meurt. Il a 59 ans. Son fils Richard lui succède en tant que Lord Protecteur. Richard Cromwell, Tumbledown Dick, Dick qui s'effondre, comme le surnommeront les pamphlétaires, n'a ni la volonté ni le charisme de son père. En quelques mois, l'armée l'oblige à se retirer. L'expérience républicaine s'effondre comme un château de cartes trempé. En 1660, le général Monk marche depuis l'Écosse avec son armée, réunit un parlement digne de ce nom et envoie une invitation à un jeune homme en exil sur le continent. Charles II, fils du roi décapité, rentre en Angleterre dans un déferlement de liesse populaire. La foule l'acclame à Londres avec une ferveur qui efface 11 ans de souvenirs puritains. Les tavernes rouvrent, les théâtres rouvrent, les fleurs sont jetées sous les chevaux de la cavalerie royale. Et les régicides, les 59 hommes qui ont signé la condamnation à mort de Charles Ier, doivent rendre des comptes. La restauration de 1660 est à bien des égards un acte de vengeance soigneusement dosé. Charles II n'est pas un homme de violence gratuite. Il est pragmatique, intelligent, séduisant, très différent de son père en cela. Il n'a pas l'intention de rejouer la tragédie, mais il ne peut pas non plus laisser impunis ceux qui ont condamné et exécuté son père. Un compromis est trouvé, l'amnistie générale pour la plupart, mais les régicides encore vivants, ceux qui ont signé le mandat de mort et n'ont pas fait amende honorable, sont exclus de l'amnistie. 10 d'entre eux sont exécutés, d'autres s'exilent. Et il y a une dernière vengeance, plus macabre encore, qui en dit long sur la profondeur des passions que cette histoire a soulevées. Les corps d'Oliver Cromwell, de son gendre Henry Ayrton et de John Bradshaw, le président du tribunal qui avait condamné Charles, sont exhumés de leur tombe à Westminster Abbey. Ils sont traînés sur des potences, pendus en grande cérémonie publique, puis décapités. La tête de Cromwell est plantée sur une pique au sommet de Westminster Hall, la même où Charles avait comparu pour son procès. Elle y restera plus de 20 ans, jusqu'à ce qu'une tempête finisse par la faire tomber. L'histoire n'est pas avare en retournements. Mais revenons un instant à Charles lui-même, à sa légende, parce que la mort de Charles Ier ne ressemble à aucune autre mort royale de l'histoire. Elle s'est transformée, presque immédiatement, en quelque chose qui dépasse l'événement politique. En 1660, sur l'insistance de son fils, l'Église d'Angleterre canonise officiellement Charles Ier. Il devient quote 53-, le seul saint jamais formellement canonisé par l'Église anglicane. Le 30 janvier est inscrit au calendrier liturgique comme jour de jeûne et de pénitence nationale.
monument durable du crime abominable du régicide. Les sermons fleurissent. Les églises se dédient à sa mémoire. Des reliques circulent, le mouchoir qu'il portait sur l'échafaud, des mèches de ses cheveux, le ruban de l'ordre de la Jarretière. Des femmes, dit-on, ont trempé leurs mouchoirs dans son sang le jour même de l'exécution et les ont conservés comme des objets sacrés. On rapporte aussi que Bernini, le sculpteur romain qui n'avait jamais rencontré le roi en personne mais avait travaillé d'après le portrait en 3 positions de Van Dyck, aurait murmuré, en découvrant la toile pour la première fois, quelque chose d'étrange, que ce visage semblait déjà porter sur lui la marque d'un destin terrible. Vrai ou inventé, ce détail dit quelque chose sur la façon dont les contemporains regardaient rétrospectivement les œuvres de Van Dyck, comme si le peintre avait su avant tout le monde. Qu'est-ce que l'histoire fait de Charles Ier aujourd'hui ? Les historiens se battent encore. Les Whigs du XIXe siècle l'ont condamné sans appel. Tyran, manipulateur, obstacle nécessaire à l'avènement de la monarchie constitutionnelle. Certains historiens du XXe siècle ont tenté de le réhabiliter, de montrer l'homme cultivé, le père aimant, l'homme de conviction. D'autres ont répondu que la conviction sans flexibilité n'est pas une vertu, c'est un danger public. Ils ont tous raison, d'une certaine façon, parce que Charles Ier est l'une de ces figures historiques qui résistent à toute simplification. Il est à la fois le roi le plus cultivé que l'Angleterre ait jamais eu, son œil pour la peinture, sa passion pour Van Dyck, Rubens, Titien, font de sa collection l'une des plus belles jamais assemblées par un monarque européen, et le politique le plus désastreux de sa dynastie. Il est à la fois un mari d'une tendresse authentique et rare, qui écrit à sa femme des lettres d'une douceur presque moderne, et un chef d'État qui n'a jamais compris que les autres hommes avaient aussi leur propre conception de la dignité et de la justice. Il est à la fois sincèrement pieux, convaincu jusqu'au bout que Dieu était de son... Ce mélange-là est fascinant et explosif. Pensons à ce que la mort de Charles Ier a réellement changé. Le Commonwealth n'a duré que 11 ans, dissous dès que Cromwell est mort. La République s'est effondrée d'elle-même, et l'Angleterre est revenue à la monarchie en 1660 avec un soulagement presque palpable. À première vue, on pourrait dire que tout cela n'a servi à rien, mais ce serait passé à côté de l'essentiel. Ce qui a changé, de façon permanente et irréversible, c'est quelque chose de plus subtil, mais d'infiniment plus important. Après le 30 janvier 1649, aucun roi d'Angleterre, ni Charles II, ni Jacques II, ni Guillaume d'Orange, ni aucun de leurs successeurs jusqu'à nos jours, ne pourra plus jamais croire vraiment, intimement, dans la chair et dans les os, que la couronne le protège de tout, que le divin droit efface les limites, qu'un roi peut gouverner sans égard pour ceux qu'il gouverne. Les régicides ont peut-être perdu la bataille politique de la Restauration, mais ils ont gagné quelque chose que la Restauration ne pouvait pas défaire, la démonstration que la royauté n'est pas invulnérable, que le consentement du peuple n'est pas optionnel, que le Parlement, ou quelque chose qui y ressemble, n'est pas un ennemi du trône à museler, mais une réalité constitutionnelle que tout roi doit intégrer s'il veut régner durablement. 39 ans après la mort de Charles Ier, son fils, Jacques II, répète les mêmes erreurs. Catholicisme excessif, mépris du Parlement, conviction de la toute-puissance royale. En 1688, la glorieuse Révolution l'exile en quelques semaines. Sans guerre civile, sans échafaud. Parce que tout le monde, cette fois, connaît la leçon. La leçon a été écrite en sang, sur les planches noircies d'un échafaud à Whitehall. Il y a une dernière image sur laquelle fermer ce récit. Aujourd'hui, sur Trafalgar Square, face à l'axe qui descend vers Whitehall, une statue équestre en bronze représente Charles Ier. Il est à cheval, comme Van Dyck l'avait toujours peint. Il regarde en direction du lieu de son exécution. Chaque année, le 30 janvier, une poignée de fidèles se retrouvent autour de cette statue. Ils déposent des couronnes de fleurs, certains portent des tenues d'époque. La société du roi Charles le Martyr existe toujours. Une petite confrérie de personnes qui continuent à considérer cet homme comme un saint. La commémoration officielle a été retirée du calendrier de l'église anglicane en 1859. La reine Victoria trouvait que ça faisait trop, que l'histoire avait assez duré. Mais l'histoire ne dure pas selon les calendriers officiels. Elle dure dans ses images. Dans cette statue qui regarde l'endroit où son original a été décapité. Dans les tableaux de Van Dyck, ses doigts longs posés sur une armure de parade, ce regard mélancolique qui semble savoir quelque chose que personne autour de lui ne veut entendre. Dans les lettres d'Henrietta Maria, qui commencent ses messages, quote 55.
dans les mots d'une petite fille de 13 ans qui écrit, des années après, qu'elle n'a jamais pu oublier le visage de son père ce dernier soir. Dans la phrase d'un homme marchant vers sa mort par une matinée de janvier glacée, qui demande qu'on lui mette une deuxième chemise, pour que la foule ne voie pas frissonner ses épaules et pense qu'il a peur. Charles Ier n'avait pas peur. Il avait tort, profondément, durablement tort, sur presque tout ce qui concernait son rapport au pouvoir et aux êtres humains qu'il gouvernait. Mais il n'avait pas peur. Et cette différence, cette distinction entre avoir tort et avoir peur, est peut-être ce qui explique pourquoi, 4 siècles après que sa tête est tombée dans le sable noir d'un échafaud londonien, nous parlons encore de lui. Si cette histoire vous a touché, bousculé, ou simplement donné envie d'en apprendre davantage, c'est le moment d'appuyer sur j'aime et de vous abonner. Chaque semaine, nous replongeons dans ces moments où l'histoire a changé de trajectoire à cause d'un homme, d'une décision, d'un matin de janvier. Ces histoires méritent d'être racontées, et vous méritez de les entendre.